travaille pour une société allemande basée à Offenbach et qui, depuis 12 ans maintenant, offre des solutions dans le domaine de l'email marketing. Depuis maintenant 3 ans, nous avons un nouvel logiciel moderne qui s'appelle Melion. Et ce logiciel-là, avec d'autres logiciels que nous offrons, s'il vous plaît, eh ben, nous l'offrons à quelques 750 clients. Clic, s'il vous plaît. Voilà, quelques 750 clients un peu partout dans le monde et qui sont de différents secteurs. Ça va de l'industrie automobile au transport aérien et ça passe par même les œuvres caritatives. C'est important parce que ce dont je vais vous parler, c'est une approche universelle. Je vais vous parler, s'il vous plaît, de la personnalisation. En fait, si on regarde l'état des lieux aujourd'hui concernant l'email marketing, vous avez d'un côté des newsletters qui sont peu ou pas personnalisés du tout. C'est à peine si vous trouvez en haut de la newsletter la salutation avec le prénom et les noms. Et puis ces newsletters ne sont pas testés. Et je rejoins ce que Charles avait dit tout à l'heure, la règle des 4 T n'est pas respectée. Et de l'autre côté, vous avez les destinataires. Ceux-là, ils ont des boîtes de réception de plus en plus remplies d'emails. Donc forcément, ils ont un peu de temps pour consulter les newsletters. Ils vont être sélectifs. En fait, ici, on ne parle pas des inscriptions. Une fois l'inscription est faite, le challenge, le défi, il est de faire en sorte que les destinataires soient toujours intéressés au newsletter au fil du temps. Donc, le défi, c'est d'être pertinent. S'il vous plaît. Voilà. Et la pertinence, elle passe forcément par la personnalisation. Et, s'il vous plaît. Et pour pouvoir faire de la personnalisation, il faut d'abord récolter assez de données sur les destinataires de façon légale, je tiens à le souligner. Et ces données-là, il faut les analyser. Et ensuite, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être appliquées à ces données-là, de telle façon qu'on peut avoir des emails personnalisés et qui donc sont plus pertinents. Clique, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais commencer par le commencement. La première étape dans le cycle de vie du client pour l'email marketing, c'est l'inscription. Et déjà, si l'on prend ici l'exemple d'un site e-commerce classique avec en haut à droite l'inscription pour la newsletter avec un bouton vert s'inscrire, déjà à partir du contexte, on peut déjà savoir quel a été le détail de ces sites, qui a été le déclencheur, le déclic pour que la personne décide de s'inscrire pour la newsletter. Une inscription, ça veut dire qu'il y a un intérêt, et dans la plupart du temps, surtout dans les sites de e-commerce, la page ou du moins la catégorie du produit que venait de visualiser l'utilisateur est vraisemblablement d'un grand intérêt pour celui-ci. Donc on peut avoir cette information, l'associer à cet utilisateur sans pour autant lui demander quoi que ce soit. Clique s'il vous plaît. On reste sur l'inscription. Alors moi je suis un peu contre le fait de mettre des formulaires assez compliqués sur les pages d'inscription parce que la plupart des utilisateurs n'aiment pas remplir des formulaires, mais on peut néanmoins avec des techniques assez intelligentes parvenir à gagner des informations sans en demander trop. Si vous regardez l'exemple à gauche, on peut mettre 2 boutons, l'un pour femme, l'autre pour homme, et ainsi, sans demander un seul clic, pouvoir connaître le sexe de la personne qui vient d'abonner la newsletter. Clique, s'il vous plaît. Voilà. Et après l'inscription, on dispose donc de l'adresse email. Alors, si on contemple les adresses email, et ici je vous montre un exemple d'une adresse professionnelle, donc d'un employé fictif de la SNCF qui s'appelle Alain Legrand. Pour ce genre d'adresse, croyez-moi, on peut récolter énormément d'informations, encore une fois, sans demander quoi que ce soit au détenteur de l'adresse. Si on regarde les domaines de l'adresse, alors la partie à droite qui se trouve après le @sncf.fr, il existe des logiciels avec des bases de données assez précises et qui peuvent donc localiser l'entreprise à laquelle appartient la personne. On peut donc savoir quelles sont les heures de travail par semaine, quel est le revenu moyen, dans quel secteur la personne travaille, ainsi que la localisation géographique de la personne. Pour ceux qui opèrent dans le domaine international, rien que regardant le domaine.fr, ça veut bien dire que la personne parle français, c'est déjà une information. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le local part en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, vous m'en excuserez. Ça suit le plus souvent le schéma prénom.nom.
Et là aussi, il existe des bases de données pour différents prénoms, pour chaque pays. Bon, si on prend l'exemple français, Alain, eh ben, on sait déjà que la personne est de sexe masculin. Et il existe même des bases de données qui vous donnent à peu près, selon des statistiques bien établies, selon le pays, quel est l'âge moyen de la personne. Alors tout à l'heure, il y avait un monsieur Alain d'Orange, et je crois qu'on n'en est pas loin de l'âge de la personne. En fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que selon le pays, vous avez deux catégories de prénoms. Vous avez les prénoms assez vieux, on en a en Allemagne, parce que plus personne ne s'appelle Adolphe, par exemple. Donc si une personne s'appelle Adolphe, c'est qu'elle a plus de 60 ans. Il y a les prénoms nouveaux qui sont reliés à quelques périodes de l'histoire qui sont en vogue. Je crois qu'en France, c'est un peu les Kevin, etc. Donc, mais ça, donc, donc voilà, c'est basé sur des statistiques, mais lorsque vous disposez de milliers d'adresses email, ça peut servir à avoir plus de données pour ensuite pouvoir faire de la personnalisation. Et comme vous voulez de devoirs, on a parlé de l'inscription et on a parlé ici de l'adresse email. On n'a rien demandé à la personne qui vient d'abonner un newsletter. Il s'agit d'une simple analyse à l'aide de bases de données, à l'aide de logiciels qui permettent de gagner assez d'informations sur la personne. S'il vous plaît. Voilà, après une fois la personne abonnée, donc on commence à envoyer les newsletters et peu à peu il y a un historique qui se crée. Donc si on suppose qu'on associe, que ce soit l'objet de l'email ou différents contenus, que ce soit des images ou des liens, des mots-clés, et que si l'on constate après que la personne clique sur certains thèmes et ne clique pas d'autres, on peut en déduire que la personne porte un certain intérêt pour certains produits, pour certains thèmes, et en contrepartie, on peut aussi savoir si la personne a une certaine répulsion pour certains thèmes. Alors ici, bon, ça a l'air facile, mais le plus difficile, c'est en fait d'avoir les mots-clés. Parce que j'ai assez d'expérience dans ce domaine, et je sais que dans un newsletter, il peut y avoir jusqu'à aller 150 mots-clés pour être assez précis, hein, pour chaque image, pour chaque lien. Et faire ça manuellement, la plupart du temps, c'est pas bien. Donc, d'abord, les gens n'ont pas le temps, et après, c'est pas assez précis. On n'écrit pas les mots, parfois on utilise les synonymes, ou parfois l'orthographe n'est pas la bonne, donc ça ne peut pas être précis. Donc, là aussi, si les contenus de la newsletter ils proviennent d'un système CMS, c'est tant mieux, parce que la plupart du temps, ces systèmes-là, ils donnent aussi des mots-clés. Sinon, il faut utiliser d'autres logiciels qui analysent la par exemple, si vous avez un lien et que vous pouvez adopter la même technique qui est utilisée par le moteur de recherche, donc vous allez dans la page, à condition qu'elle existe, comme disait Charles, doit être là, landing page, et on peut l'analyser et extract, et extraire, et on extraire, et on extraire les mots-clés qui conviennent. D'accord? Bon, il n'y a pas seulement donc, je récapitule, on a parlé d'inscription, on a parlé de l'adresse email en elle-même, on a parlé de la réponse, donc de l'engagement de l'abonné, mais il peut aussi regarder à quelle heure l'abonné a ouvert l'email. C'est aussi une information gratuite à avoir, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si on prend l'exemple de M. Legrand de la SNCF, eh ben, M. Legrand, il vient à 18h matin au bureau, à 8h30, peut-être il va ouvrir les emails. Là, il a une centaine d'emails. Et forcément, il va être sélectif, il va regarder plutôt les emails à caractère privé ou professionnel, et vous aurez moins de chances que vos emails soient ouverts. Et vous pouvez donc constater quels sont pour chaque destinataire les horaires dans lesquels ils ouvrent, pour essayer ensuite de toujours envoyer les emails à cette heure-là. Comme ça, ça clignotera et ça sera un peu plus distingué si comparé aux emails qu'on regarde par exemple le lundi matin au bureau. Il y a aussi l'information à partir de quel terminal la personne ouvre l'email, et c'est facile ensuite à personnaliser parce que l'information sera là. Clique s'il vous plaît. Voilà, une fois que nous avons récolté les informations qui sont donc la première condition pour pouvoir personnaliser, je voulais commencer par vous montrer une technique qui est en fait ancienne, hein, qui n'est plus nouvelle, mais qui marche toujours. C'est la personnalisation de l'image. En fait, il existe beaucoup de produits pour faire ça, et ces techniques sont toujours bonnes parce que les gens trouvent ça sympathique. Non seulement ils cliquent dans ce genre d'email, mais en plus ils ont tendance à partager ces emails dans les réseaux sociaux,
ce qui contribue à faire connaître votre produit, votre newsletter et avoir d'autres abonnés. Clique, s'il vous plaît. Voilà. D'un autre côté, ici, je voulais vous parler d'un produit que nous sommes en train de développer dans mon entreprise qui se veut de personnaliser un autre aspect de l'administrateur. Pour le moment, on a parlé du contenu, donc si c'est responsive ou pas, à quelle heure on envoie. On a reçu l'email et là, beaucoup de gens se posent la question, et tout à l'heure d'ailleurs ça a été évoqué, combien dois-je envoyer de newsletters? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais peu? Et en fait, il n'y a pas de réponse précise, cela dépend du destinataire. Certains destinataires qui trouvent cela très pertinent, ils veulent en avoir plus, et d'autres se sentent harcelés. Et donc, nous introduisons ici un produit qui tend à calculer par destinateur ou par emailing quelle est la probabilité, quelle est la fréquence optimale pour envoyer des newsletters afin d'avoir le plus de revenus par la suite. Ceci est basé par le historique de chaque destinataire, des emailing, par quelques informations sur l'auteur de la newsletter, s'il y a un e-commerce derrière, etc. Et aussi sur quelques expériences faites chez d'autres clients qui nous ont autorisé à utiliser ce genre de statistiques. Alors les premiers résultats sont concluants. Nous venons à peine d'automatiser la solution, c'est-à-dire il y a une page web où on peut essayer cela. Et ça a l'air d'être très encourageant. Clique s'il vous plaît. Voilà. Un deuxième exemple de personnalisation, alors là on revient au contenu. Il s'agit de faire en sorte que lorsqu'on envoie un newsletter, que ce soit en rapport à l'intérêt montré pour le newsletter d'avant. Ici, c'est l'exemple d'une agence de voyage qui envoie dans un premier temps un emailing avec des offres de voyage. Et selon ce que le destinataire a cliqué, l'emailing d'avant, ce qu'on appelle ça en follow-up en anglais, eh ben, il reçoit des offres similaires ou semblables au sujet qu'il a cliqué dans le newsletter d'avant. Et c'est par définition pertinent. Clique s'il vous plaît. Voilà, on parlait tout à l'heure des mots-clés, et ben ces mots-clés-là, ils peuvent être utilisés, on a parlé de comment les récolter, maintenant on peut les utiliser, par exemple, pour trier les contenus dans l'emailing. Vous savez presque tous, que ce soit sur un mobile ou sur desktop, on a tendance à regarder le haut du mailing avant d'aller en bas et de regarder ce qu'il y a. Si ce qu'il y a en haut n'est pas intéressant, la plupart du temps on ferme et on passe à l'email d'après. Et on peut utiliser ces mots-clés, donc l'historique des intérêts du destinataire, pour réajuster ce contenu statique en fait qu'on voulait envoyer pour augmenter la chance que la personne trouve ça pertinent et qu'elle réagisse à cet email. Clique s'il vous plaît. Voilà, une troisième technique, bon, vous la connaissez tous, elle est plutôt en rapport avec les e-commerce. Il s'agit là des systèmes de recommandation. Voilà, je voulais la présenter parce que c'est une technique établie qui marche toujours, mais qui suppose que vous ayez un grand catalogue ou un grand nombre de produits à ouvrir pour que ça fasse partie de vos préoccupations pour la pertinence. Clique s'il vous plaît. Voilà. Et le dernier exemple, les statistiques qui montrent qu'un destinataire, 5 à 10% des destinataires, ils actualisent leurs préférences une fois par an. Ils le font parfois en s'inscrivant. Et ils montrent l'aptitude une fois par an à actualiser leurs préférences. Alors, vous pouvez inclure les préférences dans la newsletter. D'une, vous personnalisez la newsletter en incluant la préférence des destinataires, et de deux, il peut cliquer dessus et actualiser ses préférences. Et comme ça, vous êtes toujours au top et vous pouvez être pertinent. Clique s'il vous plaît. Je voulais dire enfin qu'il ne faut pas... la personnalisation, c'est l'outil pour être pertinent, mais il ne faut pas personnaliser rien que pour personnaliser. Parce qu'il ne faut pas envoyer des emails dans lesquels on dit on sait tout de vous, on connaît votre âge, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est pertinent, c'est d'être pertinent, c'est de faire en sorte qu'au fil du temps, les personnes qui reçoivent les emails les trouvent de plus en plus intéressantes et qu'elles interagissent avec vous et que cette courbe du cycle de clients soit le plus déplacée vers la droite que possible. Merci de votre attention.